Tous. Bonjour à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. 30 ans après leur création, les Restos du Cœur ont entamé leur nouvelle campagne d'hiver ce lundi. L'association va distribuer environ 128 millions de repas jusqu'en mars. Nous sommes allés ce matin dans les locaux des Restos du Cœur à Gières en Isère. Campagne une nouvelle fois marquée par un déficit du nombre de bénévoles et une augmentation du nombre de bénéficiaires. Et puis nous parlerons de la COP21. Le coup d'envoi de la grande conférence sur le climat a été donné ce matin au Bourget. Alors au moment où les sceptiques doutent de l'efficacité de cette conférence, nous en parlerons avec mon invité Michel Damian. Il est l'auteur du livre Les chemins infinis de la décarbonisation. 9 questions clés pour la COP21. Enfin un mot de votre météo et c'est un beau lundi au soleil pour tout le monde. Pas de nuages à l'horizon, les températures grimperont jusqu'à 12 degrés. Je vous le disais en titre, la 31e campagne des Restos du Cœur s'est ouverte ce lundi. Plus de 2000 centres existent en France pour distribuer des repas aux plus démunis. Des bénéficiaires de plus en plus nombreux. Aurélie Massé et Didier Albran sont allés ce matin au centre de Gières, en Isère. Déjà 350 inscrits au Resto du Cœur de Gières. C'est bien plus que l'an dernier, au démarrage de la campagne hivernale, et de nouvelles demandes arrivent tous les jours. Ici comme ailleurs en Isère, le nombre de personnes accueillies a progressé de 10%. Profil des bénéficiaires, demandeurs d'emploi, femmes seules, célibataires, enfin avec des enfants. Mais aussi de plus en plus de seniors, comme André Salin. Ce retraité de la fonction publique touche 800 € par mois. Il vient au resto depuis 5 ans. Des boissons sucrées, des biscuits à l'unité. Je prends ça à l'unité. C'est une démarche qui est dure intérieurement, mais on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste pas grand-chose, tu vois. J'ai payé le gaz, l'électricité, le tout. C'est vraiment... Il me reste juste le minimum. Le cauchemar des fins de mois difficiles. Cette jeune maman viendra aussi une fois par semaine remplir son cabas de conserves, de fruits, de légumes, mais aussi de quelques petites douceurs qu'elle peine à offrir à ses enfants. C'est un soulagement quand ça arrive parce que l'été c'est compliqué aussi, les mois d'été. Quand on est dans le besoin, on est dans le besoin toute l'année, pas forcément que l'hiver. Et c'est vrai quand l'hiver arrive, on souffle un petit peu. Surtout qu'il y a les fêtes qui approchent et pour les enfants, voilà. Augmentation du nombre de bénéficiaires, mais le démarrage de cette 31e campagne est aussi marqué par le manque de bénévoles. Il en faudrait 10 de plus rien qu'ici à Gières et une 50aine dans l'agglomération grenobloise. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 2 accidents ont provoqué d'importants bouchons ce matin sur l'autoroute A43 dans le sens Chambéry-Lyon avant le tunnel de Dulin en Savoie. Le premier est intervenu vers 6h40 avec 5 véhicules impliqués. 20 minutes plus tard, un suraccident s'est produit faisant une blessée grave. Article complet à lire sur notre site alpes.france3.fr. Justice avec la 5e semaine du procès des meurtres de Kevin et Sofiane devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. Et l'on rentre, Jean-Christophe Solari, dans le vif du sujet puisqu'a débuté l'audition des accusés. Effectivement, Pauline, on rentre dans le vif du sujet, mais l'audition des accusés, l'interrogatoire sur le fond n'a pas pu débuter ce matin, puisque la Cour, ce matin, s'est encore intéressée au bornage des téléphones portables. Vous savez, ils indiquent la position géographique des accusés au moment de la rixe. Et ce matin, un inspecteur de la police nationale a convenu qu'un téléphone portable pouvait activer 2 bornes différentes dans le voisinage en fonction du trafic téléphonique au moment de la rixe. Alors, l'interrogatoire des accusés sur le fond doit durer 3 jours et c'est un moment capital pour ce procès puisque les accusés vont bien devoir se positionner en fonction des déclarations des uns des autres. Ils vont tous être soumis au feu roulant des questions des avocats de la partie civile et de l'avocat général. Et donc l'omerta, il y a des chances pour que cette omerta se brise enfin. Et puis il y a un élément qui peut être important, c'est que parmi ces 12 accusés, 3 comparaissent libres. C'est donc que les éléments qui reposent à leur encontre sont moins importants. Et donc on peut compter sur les avocats de ces trois accusés qui comparaissent libres pour tout faire pour que le rôle des uns et des autres soit enfin établi.
Merci beaucoup Jean-Christophe, merci. La 21e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP21, s'est donc ouverte ce matin à Paris avec le discours de François Hollande, discours précédé par une minute de silence en hommage aux 130 victimes des attentats de Paris. Plus de 150 dirigeants étrangers sont présents, dont le roi du Maroc Mohamed VI, pour tenter de trouver un accord historique sur le climat, car l'enjeu est de taille. Et ce n'est pas mon invité qui dira le contraire. Michel Damian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Grenoble-Alpes, auteur du livre Les chemins infinis de la décarbonisation, là je l'ai bien dit, 9 questions clés pour la COP21. Alors l'ouvrage propose une histoire synthétique et plutôt originale de 30 années de négociations internationales sur le climat. 30 années, on se dit que c'est long et que finalement, est-ce que ça a servi à grand-chose ? Durant 30 années, avec différentes étapes de grands acteurs, avec leurs stratégies, on n'a effectivement pas fait grand-chose. Ban Ki-moon, dont vous venez de citer le nom, on l'a vu sur les l'a images, dit, oui. Pas d'actes concrets. Et je crois que Paris, la conférence de Paris, est l'accord qui va être signé avec des limites. Mais un accord sera signé. Je crois que la conférence de Paris est importante et marque un tournant pour des décennies. Et pour quelle raison ? Pourquoi Paris ? Et finalement, ça ne s'est pas fait avant. Pourquoi Paris ? Pourquoi cela ne s'est-il pas fait avant ? Tout simplement parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que les grands acteurs et les grands pays accordent leurs préférences. À Paris, la Chine va soutenir toutes les revendications des pays en développement. Mais la Chine et les États-Unis, qui représentent à eux deux 45% des émissions mondiales, sont d'accord sur la colonne vertébrale et les grandes règles de l'accord. Les grandes règles de l'accord, la première, c'est retour à des politiques nationales, à des engagements et plutôt des promesses à l'horizon 2025-2030, des promesses modestes, mais c'est un premier pas. Alors, on sait déjà que le terme énergie renouvelable n'apparaîtrait dans aucun texte de la COP21, parce qu'il ne faudrait pas heurter les pays producteurs de pétrole. On se dit que c'est un petit peu bizarre, ça, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un lobby derrière qui... Bien sûr qu'il y a des lobbies derrière. Les premières négociations et l'acte fondateur de la politique climatique, la Convention de 1992 sur les changements climatiques, il faut s'en souvenir, parce que c'est inouï aujourd'hui d'imaginer cela. Il est écrit noir sur blanc qu'au cas où les revenus des pays producteurs de pétrole viendraient à diminuer, ils seraient compensés pour la diminution de leurs revenus. C'est ce que l'Arabie Saoudite raconte tout le temps. Et durant toutes les négociations, effectivement, parler d'énergie renouvelable, parler d'énergie fossile et d'éventuellement de désinvestissement dans les fossiles, impossible. Alors Michel Damian, il y a des décisions prises au niveau des États et puis il y a les initiatives individuelles. Je propose de regarder à ce sujet l'extrait d'un reportage que nous avions tourné pour l'émission Enquête de région. On en parle juste après. Virgile, 23 ans, étudiant en gestion et protection de la nature. Un amour de la montagne à l'état pur qui l'a conduit à participer à un drôle de challenge. Essayer le plus possible de marcher pour les courtes distances, donc comme pour aller à l'école ou aller faire les courses quand on a tout ce qu'il faut à côté. Ou de prendre le vélo, après d'essayer le plus possible les transports en commun, ou après quand nous on se déplace, on va en montagne, on essaie le plus possible de faire du covoiturage. Lorsqu'il fait ses courses, le jeune homme est particulièrement vigilant sur le choix des aliments, leur origine et la façon dont ils sont présentés. J'essaie le plus possible de manger bio, pour éviter tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on connaît déjà au niveau des pesticides et des produits phytosanitaires. Et du coup, comme on a de quoi servir au niveau des légumes, c'est pratique avec les petits sachets, on peut revenir régulièrement se resservir, réutiliser les mêmes sachets. Pas toujours facile de trouver des marchandises non emballées, mais Virgile s'est engagé dans un mode de vie où chaque activité de la vie quotidienne se voit dotée d'un nombre de points. L'idéal, c'est d'utiliser que 100 points par jour. Et donc, tout ce qui est vélo et marche à pied, ça n'utilise rien, puisque de toute façon, on consomme rien. L'étudiant au Savoyard fait partie du Youth Alpine Express, un projet européen mis en place par la CIPRA, la Commission internationale pour la protection des Alpes. Durant 2 ans, une vingtaine de jeunes de tous les pays alpins s'efforcent de limiter leurs émissions de CO2 avant de présenter leurs recommandations à des représentants politiques.
Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives individuelles, M. Damian ? Il faudra progressivement modifier les modes de développement, les modes de vie. Ce sera long, difficile. Et que des jeunes s'engagent aujourd'hui à partir d'une modification de leur comportement, c'est extrêmement important. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Oui. Mais c'est pour des décennies. Il faudra faire des choses de plus en plus ambitieuses. Merci beaucoup, Michel Damian. Je rappelle le titre de votre livre, Les chemins infinis de la décarbonisation. 9 questions clés pour la COP21. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et comme chaque lundi, nous retrouvons notre chronique Alpes Express, l'actualité chez nos voisins suisses et italiens. Bonjour Fabrice Ligard. Buongiorno Paolina. On parlait de la COP21 à l'instant. On en reparle avec les nombreuses manifestations qui se sont déroulées aussi bien en Italie qu'en Suisse. Oui, alors on va commencer par l'Italie. Tout d'abord, des centaines de marches étaient prévues dans autant de villes tout au long de la péninsule. Hier, à commencer par la capitale, Rome, dont nous allons voir les images. C'est un défilé, vous le voyez, très festif qui avait été prévu avec tambour mais sans trompette. Ils étaient entre 10 et 20 000 à défiler pour faire pression sur les négociateurs du climat qui arrivent tous aujourd'hui à Paris. Beaucoup de monde aussi chez nos voisins de Turin ou de Cuneo, comme vous allez le voir sur ces images. Dans la capitale du Piémont, c'est un grand cœur vert qui a été tracé par la chaîne des manifestants sur la Piazza Castello, en plein centre de la ville. Alors que chez nos voisins suisses, sous l'égide de l'Agence climatique, un collectif de quelques 60 associations de défense de l'environnement, 6 marches étaient organisées, 6 marches seulement, mais importantes à Genève, Berne, Lugano, Zurich, Lucerne et Saint-Gall. La Suisse, on ira justement, Fabrice, puisqu'à quelques jours de l'ouverture des stations de ski, vous nous présentez l'opération Plume. Oui, alors l'opération Plume, c'est un drôle de nom, mais c'est en tout cas celui choisi par la petite commune du canton de Vaud, Châteaudet, pour lancer son grand appel aux touristes en vue de l'ouverture de la station. Concrètement, vous le voyez, il s'agit de faire écrire par les habitants eux-mêmes de la commune et à la main, s'il vous plaît, plus de 5000 cartes postales, 5000 cartes envoyées aux clients suisses de la station. Dessus figure une offre ski plus hôtel à prix cassé. La petite station espère ainsi faire venir et revenir surtout toujours plus de clients suisses, car à cause du franc fort, les étrangers de la zone euro ont tendance à déserter les montagnes helvètes. Alors à Châteaudet, on mise sur la Suisse plus que jamais pour sauver la station dont le chiffre d'affaires a encore reculé de 10% l'an dernier. Allez, direction l'Italie, la Vallée d'Aoste à présent. Pour notre grand format du lundi, nous allons faire la connaissance de Luciano, un ex-manager qui, avant d'en arriver au burn-out, le fameux pétage de plomb des managers, a préféré aller s'oxygéner dans les belles montagnes de la Vallée d'Aoste. Regardez, image Didier Albrand, montage Clémentine Fayolle. À cette heure-ci, d'ordinaire, j'étais déjà en route pour Milan. Je devais partir tôt le matin pour aller travailler là-bas, dans les bureaux. Une fois au travail, ce n'était qu'une suite ininterrompue de réunions. Elles s'enchaînaient les unes après les autres, toujours à parler. Par contre, depuis que j'ai commencé ici, il arrive que je ne rencontre pas âme qui vive de toute la journée. Cela fait 2 ans maintenant que Luciano a fait son retour à la Terre. 2 vendanges qu'il a troqué son costume 3 pièces contre le pantalon à poche et les chaussures de sport. Qu'il a déserté les ascenseurs des buildings milanais pour les sentiers battus de ses 2 hectares de vignes, qu'il a échangé ses mains blanches et soignées d'antan pour celles d'un artisan du vin d'aujourd'hui. J'ai maintenant des mains de cave et de vigne. Ça, ce sont les tanins qui ne partent plus. Il suffirait d'un peu de citron pour les enlever, mais là, avec toutes les coupures que je me suis faites pendant les vendanges, j'attends un peu. Vous auriez tout de même pu trouver une vigne moins difficile à cultiver, non? Ici, à Donnas, non. Ici, toutes les vignes sont cultivées sur pergola et sur des terrasses pour casser la pente. Et même si c'est vrai qu'il demande beaucoup de travail, ce vignoble, vous voyez comment il modèle le paysage. Quel coup d'œil splendide il vous offre. Autant de caractéristiques qui font la fierté des viticulteurs valdôtains. Sur plus de 500 hectares de vignes cultivées dans la vallée d'Aoste, les 3/5 le sont sur des pentes fortes ou en altitude. Mais pas de quoi décourager notre Luciano, premier producteur indépendant à s'être installé à Donnas, hors de la toute puissante coopérative aux 74 producteurs.
Pour faire de la viticulture ici, avec ces pentes, il faut du courage, il faut de la passion, il faut du enthousiasme. Et alors, on lui souhaite bien sûr un très bon avenir. Un avenir que Luciano espère bien sûr couronner de succès. Pour cela, il a investi 100 000 € sur ses fonds propres, acheté cuves et barriques de vieillissement, doublé la surface plantée du petit vignoble reçu en héritage par sa femme. Certains de ses anciens collègues ont bien pu être tentés de le traiter de fou lors de son pot de départ milanais. Lui n'en a cure, convaincu qu'il est de son destin valdotin. Actuellement, sur une production de 2500 bouteilles issues de ma première vendange, j'en ai vendu le tiers. Je ne suis pas en mesure de dire encore quel revenu m'assurera mon activité. C'est vrai que j'ai renoncé à une bonne partie de mon salaire confortable de ma vie d'avant. Mais je pense à l'inverse avoir gagné bien d'autres choses en m'installant ici. A commencer par un nouveau projet de vie familiale où il peut enfin voir grandir ses 4 enfants. Loin, très loin désormais de l'autoboulot dodo Luciano, et tellement plus épanoui. J'aimais beaucoup mon travail d'avant. Le quitter n'a pas été pour moi une fuite, mais après 15 ans dans la téléphonie, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire quelque chose que je sente comme faisant vraiment partie de moi. Et quand j'ai vu la première bouteille étiquetée sortir de ma cave, je me suis dit enfin quelque chose qui vient de moi. Un premier cru dont le nom ne doit rien au hasard. 396, c'était l'âge de la Pianta Grossa, le plus gros arbre de Donas, le plus vieux châtaignier d'Italie aussi, abattu devant la cave de Luciano en 2009. Nul ne savait alors qu'un manager de la nouvelle économie le ferait un jour renaître de ses sciures sous la forme d'une vigne. Et à propos de qualité de vie, l'Italie a la chance d'abriter la doyenne des Européens, Fabrice. Eh oui, Paolina, c'est notre grand-mère à tous, nous, habitants du vieux continent. Elle s'appelle Emma, cette belle personne que vous voyez là. Elle habite sur les rives du lac Majeur, côté Piémont, à Verbagna. Elle fêtait hier ses 116 ans. À ses côtés, eh bien, son médecin et vous le voyez, les messages de félicitations du pape François et du président de la République italienne. Alors Scoop, elle a donné son secret de longévité à nos confrères de la RAI di Torino. Gober tous les matins 3 œufs frais. Son médecin a calculé que tout au long de son existence, elle avait dû en gober quelques 57 000. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Paolina? Demain matin, je vais m'y mettre. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Du sport à présent dans ce journal avec cette deuxième défaite à domicile pour le FCG en rugby. Les Grenoblois se sont inclinés 19-21 face au Stade français. Les hommes de Fabrice Landreau ont pourtant tout tenté. 13 000 personnes ont assisté au match. Le résumé avec Isabelle Colbrand. Une victoire du Stade français résultant d'une indiscipline grenobloise, c'est un peu le constat à faire. Les Rouges et Bleus ont en effet littéralement offert tous les points aux Parisiens qui ne se sont pas créé une seule occasion d'essai. On a encore un manque de discipline sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps où on est à 11-3 et sans rien faire, eux, ils reviennent coller à 11-9 alors que voilà, on n'est pas en danger, on avait fait un petit break, donc voilà, c'est tout. J'ai l'impression que c'est tous les week-ends un peu pareil, quoi. C'est donc une deuxième défaite à domicile pour le FCG cette saison. 4 ballons perdus en touche et une mêlée sanctionnée à plusieurs reprises. Le bilan n'est pas bon. Faute à la pluie et au froid, diront certains, mais force est de constater que l'adversaire hier fut le meilleur. Jeu au sol, alternance, jeu au pied de pression. Les Parisiens se sont appuyés sur un jeu de conquête. Score final 19-21. On avait besoin de vite gagner un match à l'extérieur. On l'a fait et maintenant, bon, il n'y a rien de fait, mais on peut commencer à construire plus dans la sérénité. Dorénavant, le FCG ne doit plus se laisser surprendre sur sa pelouse. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite la météo, puis l'édition nationale. Ce soir à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi et bon appétit.